Au sommaire de l'actualité de ce 7 août, les rapports de gestion de 109 établissements publics de l'État en examen ce matin. En attendant la fin des travaux de cette 21e session ordinaire de l'Assemblée générale des EPE, le Premier ministre est optimiste quant aux bonnes performances enregistrées. Vous l'entendrez en début de journal. Également la une du 109 dans les rangs de l'armée burkinabé, fin de formation initiale du contingent 2019. Ils sont 2250 jeunes soldats à s'engager pour la défense de la mère patrie. Dans l'actualité internationale, escale au palais du Cocody, c'est officiel. Alassane Ouattara, le président ivoirien, annonce sa candidature pour un 3e mandat. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les comptes administratifs et les états financiers des établissements publics de l'État sur la table du chef du gouvernement ce matin pour cette 21e session ordinaire de l'Assemblée générale des 109 EPE sont là pour présenter le rapport de gestion. Le Premier ministre, satisfait des performances enregistrées, encourage tout de même les EPE à mieux faire. Le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, sur des propos recueillis par Maxime Zongo. Je voudrais d'ores et déjà noter que de façon globale, les indicateurs de performance enregistrés au titre de l'exercice 2019 sont assez satisfaisants. En effet, nous avons de réels motifs de satisfaction au regard du contexte difficile dans lequel les établissements publics de l'État ont travaillé durant ces dernières années. Je voudrais donc saluer solennellement l'engagement et la détermination de tous les acteurs à poursuivre la réalisation de leurs missions respectives pour des résultats encore plus satisfaisants. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Je tiens à relever une baisse de performance au niveau de certains EPE, nécessitant de ce fait l'adoption de mesures idoines pour inverser la courbe. J'exhorte donc les structures dirigeantes et de supervision de ces établissements à plus d'efforts et davantage d'abnégation dans les années à venir. Voilà les propos du chef du gouvernement Christophe Dabiré lors de l'ouverture de la 21e session des EPE. Direction Bobo Dioulasso pour la sortie du contingent 2019. 2250 jeunes soldats jugés aptes après 6 mois de formation initiale aux centres régionaux d'instruction. Désormais sous les couleurs nationales, ils s'engagent à servir la nation avec rigueur et loyauté. Le point d'image avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Ces démonstrations ne sont qu'un échantillon des techniques de combat que ces jeunes soldats ont appris pendant la formation militaire initiale. Une formation de 6 mois au cours de laquelle ces recrues au nombre de 2250, dont 250 sapeurs-pompiers, ont appris des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui les rendent aujourd'hui aptes à se présenter au drapeau. Bravo! Dans un contexte sécuritaire difficile où le Burkina est la cible d'attaques terroristes, ces jeunes soldats ont promis de servir avec loyauté, honneur et fidélité l'armée. Et la FMI 2019, nous sommes contents, nous sommes prêts à servir pour la nation. C'est comme le dit au l'hymne national, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est un grand honneur et un réel plaisir de pouvoir servir et défendre notre chère patrie, le Burkina Faso. Nous sommes plus que convaincus de notre vocation. Nous accomplirons faites que va être les missions à qui confier. C'est donc dire que le contingent de la classe 2019 est prêt à intégrer la vie militaire malgré les contraintes, les risques et les appréhensions du métier du soldat. Et au chef d'état-major de l'armée de terre de rappeler aux impétrants qu'être militaire, c'est un choix, mais aussi et surtout un sacerdoce. La formation militaire pour la défense de la patrie et immédiatement ils seront engagés pour la mission pour laquelle ils se sont engagés. Et vous avez entendu, ils ont prêté le serment de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et nous pensons que nous les avons assez formés, mais nous allons les aguerrir encore avant de les injecter sur le terrain.
La présente promotion a, au dire du colonel Fabien Sorgho, enregistré au cours de son parcours 10 radiations et malheureusement 5 décès. Une minute de silence a été observée en la mémoire des disparus. La cérémonie de présentation au drapeau des recrues du contingent de la classe 2019 a pris fin par une parade militaire. Et puis la politique de sécurité nationale expliquée aux soldats de l'information, entendez par là des hommes de médias, c'était hier à Kaya, dans le centre-nord. Comprendre pour une juste information à relayer au public. Le secrétariat général de la défense s'inscrit dans une dynamique de communication sur les efforts consentis par le gouvernement burkinabé sur les questions de défense et de sécurité. Le point avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Les acteurs des médias s'imprègnent du document de politique de sécurité nationale du Burkina Faso. L'initiative est du secrétariat général de la défense nationale. À travers cet atelier d'information, les journalistes vont prendre connaissance du contenu de ce document pour mieux informer la population en matière de sécurité. Le document de politique de sécurité nationale d'un pays est un référentiel dans lequel on a essayé de mettre tout ce qui correspond aux besoins réels des populations, de chacun pour sa sécurité. Et chacun a un besoin en matière de sécurité. Et c'est tout cela qu'on a essayé de rassembler dans un document qui est la politique de sécurité nationale. Pour le secrétariat général de la défense nationale, cet atelier d'information est aussi une occasion pour briser les barrières entre les hommes de médias et la grande muette. Une collaboration entre médias et sécurité s'avère donc indispensable. Il est bon de pouvoir mettre en place des journalistes formés pour la sécurité, qui sont des spécialistes de cela et qui permettent donc de faire passer les messages de manière plus fluide et de manière plus spécialisée, pour que le message ne soit pas biaisé. Cet atelier d'information des médias sur la politique de sécurité nationale qui se tient à Kaya dans le centre-nord regroupe des journalistes résidents et ceux venus de Ouagadougou, Koudougou, Wayouya et Dori. Veille citoyenne et culture de redevabilité s'impose pour une bonne gestion de la chose publique. Après enquête sur l'accès des populations aux services sociaux de base dans 20 communes du Burkina avec le soutien de l'UNICEF, eh bien, il y a encore fort à faire dans la gestion de nos collectivités en matière de gouvernance financière. Roger Kam et Sekou Zongo étaient ce matin à l'atelier de restitution de l'étude. Suivant. Des acteurs de la gouvernance locale analysent ici le rapport de l'étude sur l'état des performances de 20 communes en matière de gouvernance des finances publiques et de fourniture des services sociaux de base. Un cadre qui vise à outiller ces élus locaux en vue de la réduction des inégalités et de la participation communautaire dans la gestion des communes. Ce rapport essaie de retracer un peu comment les communes abordent les questions de gouvernance en matière d'éducation, en matière de santé et nutrition, en matière de réduction des pauvretés et éventuellement voir quelles sont les faiblesses, quels sont les atouts et envisager les actions qui sont nécessaires pour renforcer ces communes dans leur gestion avec l'implication des communautés. L'UNICEF accompagne le processus de redevabilité des communes depuis 2013 selon son représentant. De cet atelier de réflexion, les participants doivent faire des amendements au rapport afin de parvenir à un document consensuel, document qui sera un guide dans les communes concernées. René Bagoro, ministre de la Justice, garde des Sceaux, par ailleurs président du cadre de dialogue, justice et droits humains, a réuni les membres de son équipe ce matin pour un examen minutieux du projet de rapport de performance. Il s'agit de la revue à mi-parcours de l'année 2020 du CSD. L'ouverture des travaux avec Amadou Ilboudo et Caroline Ouaré. L'heure est au bilan des actions de mise en œuvre du cadre sectoriel de dialogue, justice et droits humains. En un semestre d'activité, le cadre enregistre des taux d'exécution en deçà des attentes. Y ont contribué les contextes sanitaires et sécuritaires du Burkina. Cette année, contrairement aux autres années, à la même période, nous avons des résultats pas très satisfaisants.
parce que le taux d'exécution physique est à 35% et le taux d'exécution financière à 19%. Les douaniers, c'est dû au fait que, je l'ai dit également dans le discours, la situation de pandémie du Covid qui apparaît chez nous, surtout à partir de mars, ne nous a pas permis d'étaler certaines activités. Bien évidemment, les priorités de l'État également avec cette pandémie ont été orientées vers le renforcement de la santé, si bien que nous avons subi des régulations. Malgré les difficultés inhérentes au contexte général du pays, le cadre sectoriel justice et droits humains compte des acquis que comptabilisent les partenaires techniques et financiers, partie prenante de la mise en œuvre du cadre. C'est vrai, nous avons noté des efforts, mais c'est un exercice qui est évolutif. Nous avons également relevé certaines faiblesses pour lesquelles nous avons fait des recommandations en vue de leur prise en compte et surtout mener des actions qui peuvent aider à aller de l'avant. Durant la journée de travail à laquelle prennent part tous les acteurs de la mise en œuvre du cadre, il s'agit de valider le projet de rapport présenté et de recueillir les recommandations et suggestions. Et vu que la mise en œuvre du PNDS prend fin en cette année 2020, la présente rencontre se charge aussi d'examiner et valider un projet de contribution du secteur de la justice pour le prochain référentiel de développement du Burkina pour la période 2021-2025. Une bonne nouvelle pour les acteurs culturels et touristiques. Un appel à projet spécifique lancé ce matin par voie de presse sur financement du Fonds de développement culturel et touristique avec l'appui du Bureau de la coopération suisse. Et ce, dans le cadre du PASEC, le programme d'appui au secteur de la culture phase 5 qui couvre la période 2019-2022. Ali Doubadini, Ségouzango. 67 millions de francs CFA, c'est le montant mis en place par le Fonds de développement culturel et touristique, le FDCT, pour soutenir les initiatives culturelles des jeunes et des femmes. C'est un fonds qui vise à apporter un appui financier sous forme de subventions aux projets culturels structurants. Cet appel à projet spécifique, faut-il le rappeler, vise donc la prise en compte des thèmes transversaux tels que l'égalité homme-femme, la promotion des activités culturelles dans les zones périurbaines et rurales, les droits humains, les droits de l'enfant, l'éducation artistique, la promotion des initiatives de la jeunesse, la prévention de l'extrémisme violent, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les structures bénéficiaires sont les associations et les coopératives culturelles légalement constituées. Les jeunes de 15 à 35 ans, les femmes et les acteurs locaux en sont les bénéficiaires finaux. Les dossiers de candidature seront reçus du 12 août au 11 septembre 2020 au siège du FDCT à Ouagadougou et dans les directions régionales de la culture, des arts et du tourisme. Le programme est à sa 5e phase et le directeur général du Fonds de développement culturel et touristique invite les acteurs culturels à s'impliquer pour la réussite de ce programme. Reportage signé Vincent Kendrebe. Autre point de l'actualité, les vacances à peine annoncées. Le ministère de l'Éducation nationale prépare déjà la prochaine rentrée scolaire dans un contexte de la maladie à coronavirus. Sensible aux questions d'éducation, l'ambassadeur chinois Li Jian apporte à nouveau le soutien de son pays au plan de riposte en vigueur au MENA-PALN à hauteur de 10 000 masques de protection et 20 thermoflash infrarouges. Souleymane Sanou. Vincent Kendrebe. Don symbolique de matériel de protection contre le Covid-19 entre le ministre de l'Éducation nationale et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso. C'est au total 10 000 masques de protection et 20 thermoflash infrarouges que l'ambassade de la Chine offre au ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021. C'est un geste. Justement, dans le cadre de toute la contribution du gouvernement chinois a déjà fait à l'égard de notre pays ami Burkina Faso. Le ministre Waro salue le geste de l'ambassade de la République populaire de Chine à l'égard de son département. Un geste qui vient en bonus au grand chantier de développement soutenu par la Chine au Burkina Faso, notamment avec la construction d'une centaine d'écoles. Son Excellence nous avait offert 5 000 masques et là il nous offre 10 000, donc ça fait 15 000 masques avec des gels hydroalcooliques et cette fois-ci 20 thermoflash pour la température afin de nous accompagner justement pour une rentrée sans Covid.
Et je voudrais donc lui dire merci. Cette rencontre entre le ministre Waro et le diplomate chinois est également l'occasion de faire le point de leur coopération dans le domaine de l'éducation. Un domaine dans lequel la Chine a beaucoup investi en 2 années et demie de coopération depuis la reprise des relations sino-burkinabais. Et avec des acquis jugés importants, les 2 parties font déjà des perspectives pour assurer une continuité de cette collaboration aussi fructueuse. Dans l'actualité internationale, tout juste près de chez nous, c'est un secret de Polichinelle. Alassane Ouattara, le président ivoirien, dit oui à ses partisans et annonce sa candidature pour un 3e mandat. Regardez. Alassane Ouattara, candidat à la présidentielle. Le président ivoirien au pouvoir depuis 2011 avait annoncé en mars qu'il se retirerait. Il se retrouve finalement dans la course pour la 3e fois. Il l'a annoncé sur la chaîne publique RTI. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle. La mort au début du mois de juillet de son successeur désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a rebattu les cartes. Le parti présidentiel, le RHDP, lui a demandé de briguer un nouveau mandat. Ouattara y a répondu par l'affirmative. Le Front populaire ivoirien dénonce une décision déplorable. C'est Pascal Affi N'Guessan qui portera les couleurs de la formation de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'autre grand rival d'Alassane Ouattara sera Henri Konan Bédié. Celui qui fut président de 1993 à 1999 portera les couleurs du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le scrutin présidentiel d'octobre s'annonce comme le plus disputé depuis celui de 2010. Il y a près de 10 ans, il avait opposé Ouattara à Laurent Gbagbo. Le scrutin avait déclenché une guerre civile de plusieurs mois qui avait fait 3000 morts. Toujours à l'international, le Liban, 3 jours après le drame de Beyrouth, le bilan se chiffre désormais à 150 morts et plus de 5000 blessés. Ces secouristes et aides humanitaires de plusieurs pays sont arrivés sur place. L'Union européenne a débloqué d'urgence 33 millions d'euros. Suivant. 3 jours après les explosions qui ont dévasté Beyrouth, les premières funérailles de victimes de la catastrophe ont eu lieu dans plusieurs régions du Liban. Le lourd bilan encore provisoire fait état de près de 150 morts, mais les Libanais s'accrochent à l'espoir de retrouver des survivants. Sur le terrain, les recherches continuent sous les décombres. Plusieurs pays, dont la France, ont dépêché secouristes, matériel médical et sanitaire pour aider le Liban. L'Union européenne a débloqué 33 millions d'euros en urgence. L'armée américaine a envoyé des cargaisons d'eau, de nourriture et de médicaments. Le président français s'est rendu dans les ruines du port dévasté, puis dans le quartier ravagé de Guémazé. Emmanuel Macron a réclamé une enquête internationale et appelé à un profond changement de la part des dirigeants libanais. C'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquiert pas du jour au lendemain. Mais elle suppose une refondation d'un ordre politique nouveau. Furieux après une catastrophe de trop dans un pays en plein naufrage, les Libanais réclament des comptes. Dans la soirée, des dizaines de manifestants très remontés s'étaient rassemblés pour dénoncer l'incompétence et la corruption des autorités de leur pays. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Ces incidents surviennent à l'avant-veille d'une grande manifestation anti-gouvernementale. Elle est prévue samedi. Et puis il y a l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Et les investigations semblent mener au Rosus, un navire battant pavillon moldave. Parti du port de Batumi en Géorgie en 2013, chargé de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à destination d'un port du Mozambique. Mais escale imprévue à Beyrouth, le navire est saisi par les autorités libanaises. Il ne quittera jamais le Liban. Les propriétaires du cargo n'ont pas payé les pénalités portuaires et c'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé repartir le Rosus. Ils savaient très bien qu'il y avait une cargaison dangereuse là-bas. Une bombe à retardement qui a fini par exploser, transformant brutalement la vie de centaines de milliers de personnes. Comme celle de cette vieille femme dans son appartement de la banlieue de Beyrouth ravagé par les explosions. Elle a trouvé du réconfort dans la musique, une bulle de douceur dans le chaos, partagée sur les réseaux sociaux par sa petite fille, pour tous les Libanais meurtris.
Revue de presse avant de refermer cette édition, à lire à la une des quotidiens la candidature de Alassane Ouattara, un troisième mandat vu par la presse burkinabé pour qui le plus dur reste à venir pour Ado. Commentaire signé Vincent Kendrebego. Fini le faux suspense, Alassane Ouattara est candidat à la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, comme César franchissant le Rubicon pour aller à la conquête de la Gaule, nous écrit Sidoya. Il n'avait plus le choix, selon le journal, quitte à ce que sa candidature entraîne une levée de boucliers à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ouattara face à Bédié avec Gbagbo dans le rôle de guest star, autant dire que la prochaine présidentielle ivoirienne est celle d'un duel de titans. Reste à prier que la locomotive d'Afrique de l'Ouest francophone s'en sorte par le haut. Pour aujourd'hui au Faso, Alassane Ouattara a bien pris le soin de se préparer à faire face à trois choses: la rue, la constitution et les puissances étrangères. Déjà, des échauffourées ont éclaté hier suite à l'annulation des noms de Gbagbo et de Blé Goudé sur les listes électorales. Des échauffourées en prélude à d'autres. Ensuite, quel va être l'avis de la Cour constitutionnelle quant à la constitutionnalité du troisième mandat? Sûr que les grands juges sont déjà entrés en laboratoire pour préparer une réponse et la brandir au besoin. Et enfin, la position des alliés, la France notamment. L'Élysée n'a pas donné son feu vert, son feu rouge non plus. Son feu serait-il alors orange? S'interroge aujourd'hui au Faso. Les Ivoiriens sont prévenus. Dit le journal Le Pays, il faut tout faire pour que le pays ne replonge pas dans une guerre fratricide menée par des dinosaures de la scène politique ivoirienne qui ne sont pas prêts à un passage de témoin générationnel. Et ces acteurs politiques sont appelés à prendre leurs responsabilités devant l'histoire pour ne pas dupliquer la parenthèse 2010-2011. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.